l'ensemble. Voilà, donc ça fonctionne. J'ai lancé l'enregistrement. Vous Nickel. dire effectivement que la session sera visionnable en ligne après cette session d'aujourd'hui, que l'ensemble des supports vous seront également transmis. Je vous invite à utiliser la fonction chat pour poser d'éventuelles questions sur lesquelles nous reviendrons après notre présentation à Rogelio et à moi. Hein. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On élaborera également, comme pour les précédents appels à candidature, un document FAQ hein, avec voilà, l'ensemble des questions qui auront été posées, les réponses hein, qui vous seront également transmises, ainsi que l'ensemble des documents utiles pour les collectivités qui souhaiteraient candidater à ce nouvel appel à candidature. La session d'aujourd'hui donc sera organisée en 3 temps. Hein. Je vais revenir sur voilà, le contexte européen, les grandes lignes du dispositif EUCF. Rogelio présentera les éléments tirés des précédents appels à candidature, les modalités de soumission à la facilité EUCF, les critères d'éligibilité, d'évaluation et les modalités de mise en œuvre, ce qui est attendu des collectivités territoriales lauréates. Et puis on aura en fin de séquence une demi-heure consacrée à un échange sur la base de vos questions. Quelques rappels liés au contexte européen. Hein, naturellement, des objectifs européens qui ont été fixés en matière climatique, énergétique, hein, à l'horizon de 2030. La neutralité climatique également retenue à l'horizon de 2050 hein, dans le cadre de la loi européenne sur le climat hein, qui a été adoptée et publiée en juillet dernier. Ces objectifs ont été revus à la hausse dans le cadre du pacte vert, hein, qui est une des priorités de la Commission européenne, de la présidente de la Commission européenne, qui est déclinée dans le cadre d'un certain nombre d'initiatives. Je parlais de la loi européenne sur le climat, une vague consacrée à la rénovation, où des objectifs extrêmement ambitieux en matière de rénovation énergétique des bâtiments ont été fixés. Plus récemment, le paquet alors Fit 55 lié à la mise en œuvre de l'objectif de 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, hein, qui contient un certain nombre de propositions législatives, de révision de directives en vigueur, hein, notamment sur l'efficacité énergétique, sur notamment l'efficacité énergétique dans les bâtiments, hein, qui là encore va renforcer les obligations de rénovation énergétique des bâtiments et en particulier, ça c'est une nouveauté pour les collectivités territoriales. Hein. Ce n'était pas le cas sur les précédentes directives qui ne visaient que les bâtiments de l'État. Hein, mais donc on a voilà, un cadre politique et réglementaire extrêmement fort hein, et qui va encore s'étoffer dans les mois qui viennent. Bien sûr, un rôle majeur hein, des collectivités territoriales et un potentiel d'action qui est reconnu hein, pour la réalisation de ces objectifs européens. Des enjeux aussi qui sont clairement posés, hein, liés au financement des investissements nécessaires pour atteindre ces objectifs climatiques, énergétiques. Hein, les montants qui étaient évoqués, notamment pour la réalisation des objectifs fixés par le pacte vert, sont extrêmement importants. On parle de 260 milliards d'euros par an hein, d'investissement pour concrétiser les engagements du pacte vert. Différents dispositifs sont à la disposition des autorités locales et régionales, notamment un certain nombre de dispositifs européens, mais également des dispositifs nationaux, on va y revenir. Dans le cadre du... j'inviterai les participants à bien fermer leur micro.
pour éviter les bruits parasites, pardon. Donc, un cadre financier pluriannuel européen qui met également l'accent sur la réalisation des objectifs, notamment climatiques, qui est mis au service de la réalisation des objectifs liés au pacte vert, puisque environ 30% des fonds européens dans le cadre du cadre financier pluriannuel vont être consacrés à des objectifs climatiques, et c'est encore plus dans le cadre des fonds liés au plan de relance européen, puisque 37% des fonds vont être consacrés à ces questions-là. J'évoquais l'existence d'un certain nombre de dispositifs européens. L'idée, c'est pas de les présenter aujourd'hui, mais c'est simplement pour que vous ayez une vision un petit peu plus claire, si c'est possible, de où se trouve en fait la facilité européenne pour les villes dans l'ensemble des financements européens. On a bien sûr des financements européens qui vont être mis en œuvre suivant des modalités bien distinctes, et qui vont aussi accompagner différents types de projets portés par les collectivités territoriales. À votre gauche de l'écran, vous avez ce qui est le plus connu, entre guillemets, et là où les montants financiers sont les plus importants en termes de soutien à l'investissement des collectivités territoriales. C'est bien sûr la politique de cohésion, avec notamment les fonds FEDER. La nouvelle programmation est en cours de finalisation. Les programmes opérationnels sont en cours de finalisation. On a là encore un objectif extrêmement fort qui est posé sur les objectifs liés au climat et à la promotion des énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique, dans le cadre d'un objectif stratégique spécifique, le numéro 2, et auquel seront consacrés plus de 3 milliards d'euros sur l'ensemble de la période. On a d'autres types de fonds qui vont intervenir de façon différente sur d'autres types de projets. Vous avez par exemple le programme LIFE qui, lui, va fonctionner sur la base d'appel à projets, qui va plutôt soutenir des projets de démonstration de nouvelles techniques, de nouveaux processus. Le programme recherche, le programme cadre en matière de recherche et d'innovation, Horizon Europe, qui, lui, comme son nom l'indique, va plutôt être en amont sur effectivement de la recherche, avec là encore une mission spécifique pour les villes climatiquement neutres à l'horizon 2030. Un dispositif qui est un petit peu similaire à la facilité européenne pour les villes, qui est le dispositif ELENA, que vous connaissez sans doute, qui, lui, est mis en œuvre par la Banque européenne d'investissement. Je demanderai, excusez-moi, s'il est possible de bien fermer vos micros, merci. Donc, le dispositif ELENA qui, lui, intervient en amont des projets sur de l'assistance technique, ce qui est également l'objet de la facilité européenne pour les villes, on va y revenir, mais qui intervient sur des projets et des montants d'investissement programmés bien plus importants, puisqu'on est sur des montants minimaux de 30 millions d'euros, si je ne me trompe pas. Donc un panel d'outils financiers, notamment à l'échelle européenne, sur lesquels voilà, il faut effectivement avoir une certaine lisibilité, et vérifier que en fonction du type de projet envisagé, quel va être le meilleur soutien. La facilité européenne pour les villes a pour objectif et s'inscrit aussi dans le cadre d'un certain nombre de contraintes et de difficultés qui ont été identifiées, liées à des besoins
besoins en termes de ressources humaines et de capacités techniques dans les collectivités territoriales, notamment les collectivités territoriales, on va dire moyennes et petites. Certaines réticences vis-à-vis des outils financiers. Il existe un certain nombre d'outils financiers, mais sur lesquels il peut être un petit peu difficile de se positionner. Un certain manque d'expérience dans le développement des programmes d'investissement, une certaine difficulté pour les collectivités à investir dans la phase préparatoire, dans la phase amont des projets, une difficulté également liée à voilà, la difficulté à faire coïncider cycle électoral et cycle d'investissement et développement des projets. Dans ce contexte, c'est dans ce contexte que la facilité européenne pour les villes a été développée. C'est un dispositif pilote qui a été lancé en 2020 et qui va se poursuivre jusqu'en 2024. Il vise les communes et les intercommunalités. Roger Liot reviendra sur le type de collectivité territoriale éligible à ce dispositif. Il va permettre d'offrir aux collectivités territoriales lauréates un certain nombre de services, des expertises techniques, juridiques, des moyens d'échange entre pairs, entre collectivités territoriales, des sessions d'échange avec les représentants des institutions européennes, les acteurs de l'investissement, acteurs publics, privés de l'investissement. Un soutien financier forfaitaire de 60 000 € qui va être destiné à élaborer un concept d'investissement. On va revenir, Roger Liot va revenir sur ce que signifie le concept d'investissement, ce qu'est le concept d'investissement, ce à quoi ce fameux forfait de 60 000 € ce sur quoi il peut intervenir, le type d'activité qu'il peut financer. Cette facilité est mise en œuvre dans le cadre de 4 appels à projets successifs. Le troisième vient juste d'être lancé. Les objectifs globaux du dispositif sont les suivants, donc je l'ai évoqué, fournir une expertise technique, juridique et financière. À l'issue de la phase pilote, l'idée est d'avoir au moins produit 200 concepts d'investissement qui devraient entraîner, s'ils sont mis en œuvre, des investissements à hauteur de plus de 300 millions d'euros. L'objectif est également de développer les capacités techniques de 400 agents territoriaux, 400 agents des collectivités territoriales, de faciliter l'accès au financement privé, au financement européen, aux services de conseil, et de toucher plus de 10 000 collectivités territoriales, des municipalités notamment à l'échelle européenne, afin d'inciter à la réplication de ce type de concept d'investissement. Le dispositif, je ne l'ai pas évoqué, est soutenu financièrement par le programme Horizon, le précédent programme européen en matière de recherche et d'innovation, le programme Horizon 2020. Il est mis en œuvre par un consortium d'organisations qui rassemble à la fois des collectivités territoriales et des structures expertes en matière de politique énergétique et de financement européen. Donc le dispositif est l'organisation leader de ce dispositif et l'association Energy Cities, que certains d'entre vous connaissent sans doute, et qui rassemble des collectivités territoriales actives sur les politiques énergétiques et politiques climatiques. Climate Alliance, qui est également un réseau qui rassemble des collectivités territoriales actives dans ce champ, la FEDAREN, qui est la fédération des agences régionales de l'énergie, dont l'agence Rhône-Alpes Énergie Environnement est membre, et donc les deux structures expertes, Adelphi et Enviros, qui sont partenaires du projet. Le projet est également associe également d'autres structures dont l'objectif est d'accompagner dans chaque État membre finalement les collectivités territoriales intéressées par ce dispositif. Donc notre association, la FCCRE, contribue à la promotion du dispositif dans le cadre d'organisation de sessions comme celle d'aujourd'hui. L'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement a la fonction d'expert national qui vise à accompagner les collectivités territoriales aux différentes phases finalement de mise en œuvre du dispositif,
dispositif, hein, que ce soit dans le cadre de la phase des candidatures, de la mise en œuvre du concept, une fois que les collectivités territoriales sont, en tout cas pour les collectivités territoriales lauréates, hein. Je vous ai mis les coordonnées, hein, donc de Rogelio Bonilla, qui assure ce rôle d'expert national, hein, et comme je le mentionnais, hein, effectivement, il intervient dans les différentes phases de mise en œuvre du dispositif. Je l'évoquais, la facilité européenne pour les villes est mise en œuvre dans le cadre d'appels à candidature, hein. Il va y avoir 4 appels à candidature tout au long de la mise en œuvre du projet. On a une seule date, un seul appel à candidature pour l'ensemble des États visés par le programme, hein. Il y a 31 pays qui sont concernés par le programme. Cependant, on a des enveloppes régionales et un nombre de projets fixés par grande région, hein. Pour ce qui concerne la France, c'est la région nord-ouest, hein, qui est visée. Et l'évaluation des candidatures va être également menée au sein de ces grandes régions. Je le disais, donc on est aujourd'hui dans le cadre du 3e appel à candidature, hein. Donc il a été ouvert le 15 octobre, il va se clôturer le 17 décembre prochain à 17h. Dans le cadre de ce 3e appel à candidature et à l'échelle de la région nord-ouest, 24 candidatures vont être retenues. À l'échelle de l'ensemble des États concernés par le dispositif, 69 concepts d'investissement, 69 candidatures seront retenues, hein. Le budget dédié à ce 3e appel à projet est d'un peu plus de 4 millions d'euros. À titre d'information et pour anticiper ce que Rogelio va évoquer dans le cadre des précédents appels à candidature, sur le 2e appel à candidature à l'échelle de l'ensemble des États membres, on avait eu 221 candidatures pour 69 concepts, 69 candidatures qui avaient été retenues. Le premier appel à candidature avait entraîné un peu plus de 250 candidatures également. Je vous ai remis les différents budgets pour les différentes régions. Vous verrez que ils sont différents puisqu'ils sont liés aussi au nombre d'États concernés, au nombre d'habitants concernés. Et également, je vous précise le nombre de lauréats par grande région, hein, et donc 24 pour la région nord-ouest. Brièvement, le parcours, hein, lié à la mise en œuvre de la facilité européenne pour les villes, hein. Nous sommes dans la phase de soumission, la phase 2, hein, qui va durer 2 mois entre la publication de l'appel à projet et le dépôt des candidatures. Suite à cette phase et suite à l'évaluation des candidatures, une convention de subvention sera signée avec les lauréats, et c'est au moment de la signature de la convention que une première enveloppe du montant de l'aide, hein, octroyée dans le cadre de la facilité sera octroyée. Les collectivités lauréates s'engagent ensuite, hein, dans les 12 mois après la signature de la convention de subvention, à développer ce qu'on appelle le concept d'investissement. Rogelio va y revenir. Et dans les 24 mois, à commencer à mettre en œuvre les investissements qui sont identifiés dans le concept d'investissement. C'est à l'issue de la définition du concept d'investissement, hein, que les 30% restants de la subvention seront octroyés aux collectivités territoriales lauréates. Je te laisse reprendre la main, j'arrête mon partage d'écran. Oui, je vais partager maintenant. Vous voyez mon écran? Oui. Ok. Bon, merci beaucoup Sabine. Je reprends la main. Je vais commencer par les résultats
du premier et deuxième appel à projet. Donc, au premier appel à projet, nous avons malheureusement pas eu des candidatures retenues dues à plusieurs facteurs, mais notamment l'éligibilité des communes, parce que en France, le statut des intercommunalités n'était pas enregistré dans Eurostat. Donc, quand ils ont créé le formulaire pour postuler à UCF, ils n'avaient pas pris en compte les intercommunalités. Donc, il fallait qu'on prenne un chemin beaucoup plus long de ce qu'on aurait dû faire, et ce qui a empêché beaucoup de candidatures de la part des intercommunalités françaises. Ça a changé avec le deuxième appel à projet, je vais revenir à ça. Mais donc, je reste un petit peu sur cette diapo, juste pour vous dire qu'au début, on avait eu quelques remarques par rapport à la compétitivité de l'appel, vu la région à laquelle on est attaché. Donc, je retiens votre attention sur l'Allemagne, le Danemark, voilà les pays qu'on pourrait considérer comme des pays qui pourraient facilement avoir un avantage sur nous par rapport à euh, leur avancement dans la matière. Donc l'Allemagne a eu une candidature retenue, le Royaume-Uni, ils en ont eu 3. Le Danemark, ils ont eu 2. Bon, les Pays-Bas, eux, ils sont très forts et ils sont devenus encore plus forts, mais eux, ils sont à part. Mais du coup, nous, on avait 0, la Belgique, on avait 1 et la Suède, on avait 0 aussi. Et au deuxième appel à projet, la Suède a passé que à 1, nous, on est passé à 4, l'Allemagne a passé que à 2. Bon, le Pays-Bas, comme je vous avais dit, ils sont passés de 4 à 10 et le Royaume-Uni, ils sont passés de 3 à 1. Donc, ça veut dire que nous, on a quand même augmenté, on a multiplié par 4 notre acceptabilité et c'est très bon. Donc, si on continue comme ça, je pense qu'on peut avoir encore plus de candidatures retenues. Je ne peux pas rentrer dans les détails sur les candidatures qui ont été retenues sur le premier appel parce qu'on n'a pas eu et sur le deuxième parce que c'est en cours de négociation. Donc, une fois qu'on saura que tout est bon, que tout a été signé, on peut révéler qui étaient les candidats retenus en France pour pouvoir commencer à partager leur expérience et éventuellement les mettre en contact avec les potentiels candidats aux prochains appels pour vous inciter à déposer la candidature et aussi pour vous montrer quelles sont les étapes qu'ils ont suivies pour déposer et pour être lauréat. Et pour vous démontrer que c'est pas compliqué, hein, et on est là pour vous soutenir. Donc, une autre chose qui a changé par rapport au type des projets qui ont été retenus, c'est les domaines dans lesquels les projets ont été retenus. Dans l'appel précédent, ce n'était pas aussi équilibré. Là, je vois qu'avant, c'était vraiment, je pense que près de 50%, c'était lié aux énergies renouvelables intégrées au bâtiment. Et maintenant, ça s'est homogénéisé dans tous les autres domaines. Et bon, ça peut changer. Ça démontre que tant que vous avez un plan convaincant, vous pouvez tout à fait déposer votre projet en lien avec votre PCAET ou plan de climat équivalent. Donc, qu'est-ce qu'un concept d'investissement et à quoi il sert? Donc, le concept d'investissement en cours, c'est... Attendez, je vais juste... Pardon, j'avais une notification. C'est juste un pont entre les plans climat et les possibilités d'investissement, que ce soit des subventions ou que ce soit des sources de financement privées ou publiques. Et le concept d'investissement, il vient lier ces
c'est deux concepts qui sont séparés. Donc, c'est transformer les plans climat en langage financier pour avoir accès plus facilement à des appels à projets comme PDA ou ELENA, ou pour aller chercher l'argent chez les financeurs privés dans les banques et autres fonds. En quoi consiste plus précisément le concept d'investissement? Donc, c'est une description du projet avec les objectifs, le contexte et la justification, les impacts prévus donc en économie d'énergie, en investissement ou en production d'énergie renouvelable, aussi en réduction des émissions de gaz à effet de serre, les analyses du marché local et les barrières. Je vois que quelqu'un a levé la main. Maxime Moulazadeh. Oui, non, mais apparemment, bonjour à toutes et à tous. Apparemment, Sabine, on va attendre la fin effectivement de votre discours. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, On va attendre d'accord. la fin. Ok, pas de souci. Super. Ensuite, il y a les analyses des parties prenantes locales, donc les engagements, la stratégie d'engagement, l'analyse juridique, donc les types d'investissements à prévoir, disponibles et conditions cadres, les structures porteuses de l'investissement, les étapes juridiques, les analyses des faisabilités, des solutions de financement disponibles, donc à travers des modélisations des bases de coûts d'investissement, de coûts de transaction, économie d'échelle attendue, autres revenus, etc. Et une feuille de route, donc le planning de travail et l'allocation des ressources. On va rentrer un peu plus en détail dans le concept d'investissement, mais sachez que une fois que votre candidature a été retenue, on s'est réuni avec le Core Management Team, donc les structures en charge de UCF à niveau européen, l'expert national et les structures lauréates, et on définit un plan pour savoir quels sont vos besoins pour atteindre le concept d'investissement. Donc, d'une part, les 60 000 euros forfaitaires, vous les utiliserez pour les études et les autres dépenses pour rédiger ce concept d'investissement, mais on peut aussi vous fournir un soutien par l'expert national et aussi par des formations qui pourraient éventuellement être mises à disposition par le consortium européen, et aussi vous mettre en relation avec d'autres structures dans la même situation que vous pour accélérer le développement de votre concept d'investissement. Je passe aux modalités de soumission et critères d'éligibilité d'évaluation. Donc, quelle est la procédure générale d'évaluation? Première étape, ça se passe dans le site de UCF avec la vérification d'éligibilité. C'est 5 questions simples auxquelles il faut répondre. Et c'est là où vous saurez si vous êtes éligible ou pas. Si vous êtes éligible, vous passez à l'évaluation. Donc, vous déposez votre candidature et on va encore rentrer dans les détails un peu plus tard. Si jamais l'évaluation n'est pas favorable, vous pouvez redéposer votre candidature, ce qui est arrivé une fois. Donc, on a eu un candidat qui a déposé au premier appel, qui n'a pas été retenu, et au deuxième appel à projet, ils ont été retenus grâce à l'évaluation qu'ils ont eue, et aussi à un suivi du côté de l'expert national pour améliorer leur candidature. Et donc, maintenant, ils sont en accord de subvention et vous apprendrez très vite de qui il s'agit. Donc, qui peut bénéficier du soutien de l'UCF? Donc, grâce aux nouvelles modalités d'éligibilité, bon, elles ne sont pas si nouvelles que ça parce que ça date du dernier appel à projet, mais ça reste un avantage. Donc, les communes et les intercommunalités sont éligibles, ce qui est un avantage pour la France parce que normalement, pour qu'un autre pays européen
ils puissent déposer en tant que groupement. Ils doivent créer le groupement, donc ils doivent se mettre en contact avec les communes voisines ou limitrophes et développer le concept ensemble. Alors que dans notre cas, les intercommunalités existent déjà, donc les groupements sont là de facto. Donc, une fois que vous déposez votre candidature en tant que groupement, vous avez déjà un point de plus vis-à-vis des évaluateurs des IECF. Donc, un autre point d'éligibilité, c'est est-ce que la collectivité locale ou le groupement sont-ils entièrement situés dans les 27 États membres? Ça, ce n'est pas un problème pour la France. Votre collectivité locale ou le groupement dispose-t-il d'un plan d'énergie, climat ou similaire déjà approuvé? Donc, je insiste sur ce fait. Il y a certaines collectivités qui viennent nous dire qui sont en train de signer leur plan climat ou plan équivalent. Non, c'est pas bon. Il faut que votre plan il soit déjà approuvé et c'est à ce moment-là que vous êtes éligible. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas seulement les PCET qui sont éligibles, mais un éventail de plans climat similaires qui sont acceptés. Est-ce que vous êtes en mesure de fournir une preuve de l'engagement politique de votre maire ou un autre représentant politique pour élaborer le concept d'investissement demandé par IECF? Donc, vous avez besoin d'une lettre de soutien par votre élu. Et puis, est-ce que vous vous engagez pour la durée du projet IECF à un monitoring? C'est un monitoring très léger qui est là surtout pour suivre les résultats de UCF dans l'ensemble, donc à niveau européen. Mais vous avez, c'est pas un reporting comme dans les projets européens. Alors, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte lors d'une candidature groupée? Comme je vous avais dit, c'est plus facile pour la France parce qu'on a déjà des groupements, mais il existe aussi, on peut aussi postuler en tant que groupement indépendant des intercommunalités. On a eu déjà des demandes d'une intercommunalité qui ne voulait pas candidater avec l'ensemble des communes, mais seulement quelques-unes. Donc, le groupement ou le porteur principal doit avoir défini un plan énergie-climat qui sera validé et inclut des objectifs énergétiques et climatiques. Les relations entre les communes concernées et leurs responsabilités respectives doivent être décrites dans la candidature. Les candidatures de groupement seront valorisées dans les processus d'évaluation. Si la demande est acceptée, le montant de la subvention de 60 000 € est attribué à l'ensemble du groupement. Et normalement, c'est le porteur de la demande qui touche à cette subvention et qui distribue avec le reste du groupement. Et puis le candidat, voilà, c'est ça le dernier point. Qui est éligible? Les intercommunalités, donc communauté de communes, communauté d'agglomération, communauté urbaine, métropole. Les groupements des collectivités locales sans cadre juridique, donc TEPOS, TEPOS-CV, etc., doivent identifier un porteur des projets principaux qui peut être soit une commune, soit l'intercommunalité. Pour être éligible, le groupement devra disposer d'un plan d'énergie-climat valide et incluant des objectifs énergétiques. Ces plans énergie-climat pourra concerner soit l'ensemble des membres du groupement, comme dans le cadre d'un TEPOS, soit le porteur principal du projet. Donc, les conseils départementaux ne sont pas éligibles. Ils peuvent contribuer à la constitution d'un groupement local, participer à la définition et mise en œuvre du concept d'investissement, promouvoir l'avancement du projet auprès d'autres collectivités territoriales, etc. Il est souhaitable d'indiquer leur implication dans la proposition. Les syndicats intercommunaux, donc syndicats départementaux d'énergie, SIVOM, EPT et les agences d'énergie n'ont pas la possibilité de porter une proposition. Par contre, ils peuvent contribuer à la candidature d'une commune, d'une intercommunalité, soutenir une ou plusieurs collectivités locales, les aider à identifier leur concept d'investissement, mobiliser les acteurs locaux, réaliser certaines études, etc.
il est souhaitable de l'indiquer dans la proposition, y compris la rémunération éventuelle entre le porteur du projet et la structure concernée, dans la rubrique allocation des dépenses ou others. Donc, qu'est-ce qu'il faut fournir lors de la soumission? La candidature complète à remplir en ligne par le candidat. Donc, ça se passe en ligne dans le compte que vous aurez créé après avoir répondu aux 5 questions d'éligibilité. Il y a 3 parties, l'identification du candidat, le développement du concept d'investissement et la mise en œuvre du projet d'investissement. Et puis, il y a 5 annexes à attacher, le plan énergie-climat PCAET ou équivalent, avec un résumé en anglais. Ah oui, la candidature, ça se passe aussi en anglais, mais c'est très léger et je peux toujours vous aider à traduire ça. La lettre de soutien au projet par représentant politique concerné, un formulaire d'autodéclaration par un représentant de la municipalité, autorité locale ou de ses groupements, un calcul des économies d'énergie et énergie renouvelable. Je vais rentrer plus dans le détail, pardon, mais ça peut être vraiment un approximatif parce qu'on est conscient que on ne peut pas avoir des chiffres exacts dans chacun des projets, et un calcul de l'investissement aussi. Et il y a des formules, toutes ces pièces, on vous fournit des modèles pour calculer plus facilement toutes ces données. Donc, dans je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais passer rapidement parce que vous avez toutes ces informations une fois que vous aurez déposé votre candidature, mais il faut que vous ayez identifié votre candidat. C'est ici où on a changé avec Sabine l'éligibilité, donc le code UAL1, 2 ou NOTS 3, c'est ça qui permet aux intercommunalités d'être éligibles. La population pour avoir une idée en fait, pour donner une chance à tout le monde de candidater, tant aux villes comme les plus petites villes ou les petites communes. Les investissements ne sont pas calculés, ils sont calculés en proportion à leur population. Donc, le développement du concept d'investissement, vous avez besoin d'un titre du concept, l'affectation du montant des subventions, les activités financées par la subvention et la gouvernance pour le développement du concept d'investissement. Je vais rentrer dans les détails parce que chacune de ces parties est évaluée avec des points et il y a un seuil à dépasser. Et je me suis rendu compte dans les candidatures que cette partie-là, le point 2.4, donc la gouvernance, c'est là où on peut avoir un gain marginal parce que la façon comme on décrirait la gouvernance en France est très différente à comment ils attendent ça à niveau européen, d'une façon très anglophone. Et j'ai inclus des tableaux pour démontrer comment écrire cette partie-là. Et la mise en œuvre du projet d'investissement, c'est la 3e partie. Donc, le secteur d'investissement visé, les mesures prévues, les investissements prévus, les impacts attendus et le potentiel de réplicabilité et d'élargissement. Donc, quand je vous expliquais, ça, c'est une matrix de roles and responsibilities. C'est comme ça que vous devez exprimer la répartition des rôles et responsabilités avec, si vous pouvez voir en bas, RACI, donc qui est responsable, bon, accountable, c'est comme responsable, mais consulted et informed. Donc, si vous écrivez la répartition des rôles de cette façon-là, vous avez la possibilité de gagner des points très facilement sans vraiment travailler sur le reste de la proposition. Et il y a aussi le decision-making process. Je vous mets ces questions-là, vous aurez accès à ces diapos. Donc, juste pour que vous gardez ça en tête une fois que vous décrivez votre gouvernance. Avec ces 2 diapos, vous gagnez quelques points dans votre candidature. Quelles sont les actions financées par UCF?
Donc, à travers la subvention de 60 000 euros, ce n'est pas des investissements qui sont financés. L'objectif, c'est de soutenir les activités requises pour le développement du concept d'investissement. Donc, des études de faisabilité, des analyses techniques, analyses juridiques, études sociales, études de marché, analyses financières, etc. Et ça peut être affecté au personnel en interne si vous avez les capacités en interne, experts externes ou sous-traitants, c'est là où entrent les syndicats d'énergie, etc., que vous pouvez inclure dans votre candidature dès le début, ou autres. Donc, comment on vérifie ça? La vérification des documents fournis, on va évaluer, l'évaluateur va vérifier si les 3 pièces justificatives ont été correctement soumises. Il faut vraiment respecter le format dans lequel vous allez soumettre votre candidature, parce que on a eu ce problème avec le dernier appel. On n'a pas soumis une pièce dans le bon format et la candidature a été rejetée. Donc, en cas de documents incomplets, la demande sera refusée. L'évaluation des candidatures complète sur la base des 5 critères d'évaluation, avec le montant d'investissement, économie d'énergie, production d'énergie renouvelable, la gouvernance, l'implication d'acteurs et l'alignement avec les objectifs des UCF. Et comme je vous disais, pour chaque critère, il y a une note de 0 à 5 qui est attribuée par l'évaluateur. Les seuils de qualité pour chaque critère est de 3. Et donc, c'est là où vous pouvez gagner facilement des points sur la gouvernance. Vous pouvez très facilement atteindre 5, ce qui va vous aider avec le reste de la candidature. La médiane des scores génère le résultat final. Donc, même si vous atteignez le seuil, ce n'est pas forcément une garantie, parce que si toutes les candidatures de l'appel on atteint le seuil, c'est ajusté par rapport à ça. Et c'est les candidatures avec le plus de points qui sont retenues. Mais c'est pour ça que le plus de points qu'on gagne partout, le mieux c'est. Donc, quels sont les critères d'évaluation? Donc, le montant d'investissement, ça fait 50% avec les économies d'énergie sur le premier critère quantitatif et qualitatif. Et ça, c'est la partie la plus grande, la plus lourde de la proposition. Et ensuite, du côté qualitatif, de gouvernance, engagement des acteurs et alignement sur les objectifs de UCF que Sabine a mentionné au début de sa présentation. L'évaluation de candidature, comme j'ai mentionné tout à l'heure, c'est très important, parce que si vous n'êtes pas retenu au premier appel à projet que vous déposez, vous avez toujours une chance de déposer 1 ou 2 fois. Bon, là maintenant, il ne vous reste que 2 appels, mais ça vous laisse la chance d'avoir une évaluation qui va vous donner un feedback pour améliorer votre candidature. La plateforme informatique, donc comment déposer votre candidature. Vous allez sur eucityfacility.eu pour postuler, donc apply. Et les étapes, c'est donc la pré-candidature, c'est les 5 questions dont on avait parlé. Vous vous enregistrez en tant qu'utilisateur, vous remplissez votre candidature. Vous déposez ça une fois que avant que l'appel sera fermé, donc avant le 15 décembre à 17h. Vous apprendrez le résultat de votre candidature à peu près 2 mois après la soumission, donc ce sera en février sûrement. Et si vous êtes retenu, il y a une réunion avec le Core Management Team et l'expert national pour définir quelles sont les étapes à suivre. Une fois que tout aura été signé, il y a, comme avait dit Sabine, 70% de la subvention qui est déposée 1 an après, une fois que le concept d'investissement est
validé, le 30% de la subvention est versé. Voilà la première partie. L'eligibility check, c'est ce qu'on avait dit. Il faut répondre oui à toutes les questions, mais il faut vraiment que vous soyez sûr des 5 points. Pour s'enregistrer, il vous faut ces informations. Donc, pour les intercommunalités, je pense que la plupart de nos candidats, c'est des intercommunalités. Donc, mais après, si vous êtes une commune, voilà les informations à fournir. La registration form, donc c'est ici où vous fournissez toutes vos informations. C'est vraiment très, très bien fait. Donc, je vais passer assez rapidement parce que je trouve que c'est assez intuitif pour remplir. Je n'ai pas encore eu de problème avec des candidats qui disent qu'ils ont des problèmes à soumettre leur candidature. L'accès au site pour changer, télécharger les annexes, etc. C'est vraiment très simple à utiliser. Voilà. Donc, c'est à ça que ressemble. Si vous avez des questions, vous me direz tout à l'heure et je peux revenir sur cette partie. Il y a aussi le help desk. Donc, si vous avez des questions ou un problème pour soumettre un document ou que vous ne comprenez pas quelque chose, vous pouvez envoyer un mail au help desk dans le query form. Et ils sont vraiment très réactifs. Et si jamais vous avez un problème pour les contacter, pour envoyer un mail en anglais, vous m'envoyez un mail moi et je peux leur envoyer le mail de mon côté. Et je sais qu'ils auront la réponse assez rapidement. Donc, le concept d'investissement, on revient sur cette partie-là une fois de plus. Donc, c'est un document qui traduit une idée de projet d'investissement en langage financier afin de mobiliser des financements pour sa réalisation. L'objectif du concept d'investissement, c'est de fournir aux investisseurs et aux institutions financières les informations nécessaires pour évaluer un projet d'investissement de manière simple et rapide, et transformer les plans climatiques et énergétiques en dossiers d'investissement solides et faciliter ainsi l'accès au financement pour les collectivités locales et les entités publiques locales. Le concept d'investissement est structuré de la façon suivante. Donc, un résumé, et ça, c'est la seule partie qui est en anglais. Donc, une fois que vous aurez envoyé votre candidature en anglais, ça, c'est la seule partie, à part le résumé du concept d'investissement, qui se passera en anglais. Et pareil, tant pour la candidature que pour le résumé, vous pouvez toujours venir me voir pour la traduction ou juste pour la relecture de la partie en anglais. Donc, une fois que vous avez ce résumé, il y a le concept d'investissement, la partie principale, donc la description de l'investissement prévu, les acteurs et promoteurs envisagés, une analyse juridique, une analyse financière et économique et un plan d'investissement. Et après, il y a des annexes, donc les documents pour rentrer plus dans le détail si nécessaire, et une lettre de soutien pour le concept d'investissement par un élu ou un représentant local. Donc, quelles sont les informations à fournir dans un concept d'investissement? La description du projet, le porteur du projet, partie prenante, voilà, c'est ce que je viens de dire. L'analyse juridique, ici, on peut rentrer dans le détail. Donc, comment y arriver? C'est à travers les EUCF va fournir pas seulement, comme j'avais dit, les 60 000 € pour financer les activités, pour écrire le concept d'investissement, mais il y a aussi un soutien technique par l'expert national et par le help desk, donc le core management team.
Il y a aussi des opportunités de formation à travers des événements régionaux pour les communes et les autorités locales, les groupements et les entités publiques locales. Et il y a des outils et des documents standards pour faciliter la rédaction du concept d'investissement, tels que des modèles, etc. Donc, juste pour revenir sur un point, il faut terminer le concept d'investissement dans l'année après la signature du Grant Agreement, et il y a une évaluation à la fin dans laquelle ils évaluent si vous êtes vraiment en ligne avec ce que vous avez déposé lors de votre candidature, et ils peuvent demander de faire des ajustements à la fin. Donc, les 30% restants de la subvention ne seront versés que quand vous avez eu approuvé le concept d'investissement. Donc, comment ils sont validés? Donc, le concept d'investissement final, y compris toutes les annexes, avec la lettre de soutien au projet d'investissement par le maire ou tout autre représentant politique compétent, et un résumé en anglais pour obtenir une vue d'ensemble et une bonne compréhension du concept d'investissement. La validation requiert, les critères de qualité doivent être remplis pour que le bénéficiaire reçoive le deuxième versement, comme je vais expliquer, et la possibilité d'améliorer et de soumettre à nouveau le document en cas de données manquantes, des informations incohérentes ou des erreurs de calcul. Le bénéficiaire soumet un rapport de non-développement du concept d'investissement en cas de non-réalisation dans le délai prévu ou de validation négative. Il y a un Investor Network qui vient d'être ouvert, donc qui vous donne encore une ressource de plus pour échanger avec les acteurs, donc avec les investisseurs, pour créer un lien plus rapidement avec ces investissements et investisseurs, et pouvoir rédiger votre concept d'investissement d'une façon plus efficace. Vous pouvez vous inscrire à cet Investor Network une fois que vous aurez été retenu en tant que candidat lauréat. Pour contacter le helpdesk, vous pouvez aller sur le site de UCF sur Support et puis le helpdesk, et c'est là où c'est très facile de rédiger une question, et comme j'avais dit, ils sont très réactifs. Et si jamais vous avez un problème encore, vous pouvez m'envoyer le mail et je les contacterai directement. Les autres outils disponibles à travers le helpdesk, c'est le FAQ à niveau européen. Et nous aussi, on écrit un FAQ à niveau français parce qu'il y a des questions particulières spécifiques à nous. Mais je vous recommande d'aller voir le FAQ européen parce qu'il est très complet. Et puis, à chaque appel à projet, nous, on crée une nouvelle version du FAQ ou phare aux questions. Il y a des lignes directives pour les candidats, un modèle du concept d'investissement, et un centre de connaissances, le lexique, et comme j'avais dit, le Investor Network qui est nouveau. Et voilà, je termine avec ma présentation. Si vous avez des questions, c'est maintenant qu'on peut commencer. Rogelio, et j'ai recensé les questions qui ont été posées à travers le chat. Peut-être donner la parole pour commencer à Monsieur Moulazadeh qui souhaitait poser une question tout à l'heure. Okay. Oui, absolument. Bonjour à toutes et à tous. Maxime Moulazadeh de la direction des relations internationales de la ville de Dijon. J'étais effectivement, Madame Martorell m'a donné un élément de réponse dans le chat, mais j'étais effectivement un peu surpris de voir nos voisins britanniques avoir été éligibles donc, au premier appel en mai 2020, sachant que peu après, justement, Monsieur Bonilla, dans sa présentation, dans sa bonne présentation par ailleurs, très très complète et très détaillée, sur les vérifications de l'éligibilité, il y a marqué qu'on doit être un des membres on doit être membre d'un des 27 États membres. Oui. Donc,
Ça me surprend un peu, n'y voyez pas là de méchanceté envers nos voisins britanniques, mais juste j'aimerais comprendre effectivement si on parle d'être membre d'un des 27 États membres, comment ça se fait que le Royaume-Uni peut bénéficier de cet appel à projet. Oui, Oui, ouais, vas-y, Rogelio, j'avais donné oui. quelques éléments Bah, de réponse, mais c'est simple, c'est assez simple parce que donc quand le programme d'investissement Horizon 2020 a été signé, ça s'est passé dans la période budgétaire de 2014 à 2020. Donc, quand l'Angleterre, elle avait, un an après, avant que le Royaume-Uni ait des plans de quitter l'Union européenne, donc, comme Sabine a expliqué, UCF, ça se passe dans le cadre de Horizon 2020. Et donc, jusqu'à la fin de Horizon 2020, le Royaume-Uni, ils sont éligibles à participer dans tous les appels. Et donc, ils restent éligibles jusqu'à à peu près 2022-2023 sur certains projets. D'accord. Et aussi, il y a ça va commencer avec d'autres, le nouveau, la nouvelle période budgétaire, donc qui commence à partir de 2021 et 2027. Il y a des négociations. Donc, avant, l'Islande n'était pas, ni la Norvège était éligible au premier appel à projet. Et à partir du deuxième appel à projet de UCF, l'Islande et la Norvège sont devenus éligibles, qui font non plus partie de l'Union européenne, mais qui ont eu des négociations avec le core management des teams de Donc, UCF. Donc, je sais pas exactement comment ça se passe, mais je pense qu'ils donnent une partie du budget pour être éligible. donc il y a finalement, il n'est 31, pas oui. besoin donc finalement, il n'est pas besoin d'être finalement État membre pour répondre à l'éligibilité des projets finalement. Il y a 31 pays européens, Oui, pas au sens de l'Union européenne, mais Oui, au sens de l'Europe géographique, qui sont oui, concernés par le dispositif EUCF. Comme le disait Rogelio, il y a aussi les États partenaires de l'Union européenne dans le cadre de l'espace économique européen, que sont l'Islande, la Norvège, le Liechtenstein notamment. Donc ça va au-delà de d'accord, l'Union européenne à 27. ouais. d'accord. Mais c'est parce qu'ils négocient des budgets. Il ne faut pas ça gratuitement, je vous assure. Non, non, mais j'en doute pas, mais voilà, c'était un peu étonnant et un peu surprenant, effectivement, comme je voyais effectivement 27 États membres, et là, je comprends plus que ça va au-delà de l'Union européenne et que c'est aussi les États membres de l'Europe. Oui. Très bien. Je poursuis par rapport aux questions qui ont été posées via le chat et notamment sur les résultats des précédents appels à candidature. Il y avait des questions sur des exemples de projets qui ont été retenus sur les précédents appels à candidature. Une question sur les lauréats français, sur la possibilité ou pas d'avoir au moins les régions visées et on va dire la taille des collectivités territoriales lauréates en termes de population. Rogelio, est-ce que tu veux apporter quelques éléments de Oui. réponse? D'accord. Bon, donc, on ne peut pas encore dévoiler qui était retenu. On va pas rentrer dans le détail dans les régions visées parce que ça va venir très tôt, hein. On va ouvrir ça en novembre, il me semble, 19 novembre, quelque chose comme ça. Donc, ça va venir assez vite. Et, euh, et bon, ça n'aura pas un impact énorme sur la réussite de votre candidature ou pas. Mais il y a quoi d'autre? Tu as demandé. Des exemples de projets qui ont Oui, été si vous voulez lauréats, notamment dans les des autres États exemples de membres, en projets, fait. oui, voilà, vous pouvez toujours aller sur le site de UCF et ils ont des exemples et vous avez des détails que vous pouvez explorer dans le site de UCF. Et puis, par rapport à la taille des villes visées, comme j'ai expliqué aussi lors de ma présentation, il n'y a pas une taille spécifique, c'est toujours proportionnel aux habitants. Donc, si l'investissement est très grand, mais par rapport à une ville très grande, ça va être
ça va tenir en compte comparé à des plus petites communes, mais voilà. Je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport aux investissements envisagés et le parallèle était fait avec la facilité Elena. Il était demandé si on était contraint sur un montant d'investissement, comme ça peut être le cas dans le cadre du dispositif Elena, hein. Oui, non, non, C'est pas le non. cas. Donc, il y a le dispositif ELENA et aussi il y a un autre, le dispositif PDA qui était tenu dans le programme Horizon 2020, mais maintenant ça fait partie du programme LIFE. Donc, c'est un petit ELENA et tous les deux, ils demandent un facteur multiplicateur de 15 donc pour chaque euro que l'Europe met à disposition du projet retenu, il y a 15 euros qui sont attendus d'investissement. Et ça, c'est vraiment très exigeant. Chez UCF, on ne demande pas ça. Ça va être vraiment être mesuré cas par cas. Donc, l'ambition, elle est ouverte et vous n'avez pas besoin d'un facteur multiplicateur minimum. J'ai une demande de prise de parole de Madame Legrand Oui. qui Oui, je vous souhaitait. remercie. Oui, parce qu'en fait, je suis un peu. Il y a quelque chose que je ne saisis pas très bien. Dans la diapositive où vous avez mis les lauréats, etc., par pays, il y a des montants, en fait, de projets, de subventions, en fait, qui sont bien au-delà des 60 000 euros. Et donc, j'aimerais comprendre, en fait, les subventions, en fait, disponibles sur la facilité. Ces 60 000 euros, pour quoi? Pour l'ingénierie, pour des investissements, ou est-ce que c'est plus que 60 000 euros, quoi? Donc j'ai du mal à comprendre à quoi servent les 60 000 euros exactement. Est-ce qu'il s'agit de financer une action, des investissements, ou juste de l'ingénierie? Et s'il y a des financements possibles d'actions, jusqu'à combien en fait de subventions on peut obtenir? Je ne sais Donc, pas si ma question est OK, claire. ça a été expliqué dans les diapos, madame. Donc, les budgets, ils sont fixés par appel. Et donc, chaque budget, il représente le nombre de candidatures qui pourront être retenues et le forfait des 60 000 euros est fixe pour chaque candidature. Donc, vous ne pouvez pas aspirer à plus ou moins des 60 000 euros. Ce montant, il est fixe. Mais Ensuite, ouais, je dans votre termine. Merci. diapositive, ouais, Je peux terminer? oui, Merci. oui, Ensuite, ces 60 000 euros, comme j'ai expliqué aussi, ils servent uniquement pour pas la rédaction, mais la construction du concept d'investissement. Donc, ils ne financent pas des investissements, ils financent justement le concept d'investissement. Donc, comment ces investissements auront lieu? ben, c'est pas très clair, puisqu'en On fait, est, on a normalement 12 mois pour le monter, pour le donner, le concept d'investissement. Donc, soit on le remet à la candidature, soit on le remet après, mais c'est l'un ou l'autre. Donc, je ne comprends pas. Voilà, excusez-moi, mais je dois être bête, mais je ne comprends pas. Vous, le, vous le- demandez de le remettre à la candidature, finalement, le concept d'investissement, pas dans les 12 mois. Si je peux me permettre d'intervenir non, sur le de la métro, en fait, ça n'a rien à Oui. voir avec ce qu'on a l'habitude de voir comme appel à manifestation d'intérêt ou autre. C'est pour ça qu'il faut sortir de cette idée qu'il faut présenter quelque chose et justement, en fait, ils nous financent pour présenter, pour monter un peu un projet. C'est un peu un financement amont par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans la joyeuseté administration française. Donc, c'est voilà, Oui, pour mais ça qu'il faut sortir de ce paradigme. les Pardon. 60 000 euros vont permettre de financer l'expertise, l'ingénierie nécessaire à la formulation du concept d'investissement, comme l'expliquait Rogelio, et comme c'était mentionné sur un des slides. Ce sont les études techniques, les études financières, tout ce qui est amont à l'investissement, en fait. Donc, c'est effectivement pas pour de l'investissement, c'est pour de l'ingénierie que la somme des 60 000 va pouvoir être utilisée. Donc finalement, en fait, la diapo qui montrait qu'on avait 12 mois pour rentrer le concept d'investissement ne tient pas alors, puisqu'il doit déjà être mis dans la candidature. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Dans la candidature, il doit y avoir des éléments
qui sont liées finalement à votre engagement politique dans le cadre d'un plan climat ou autre, avec des objectifs qui ont été fixés en matière de réduction des émissions, de promotion des énergies renouvelables, etc. Et donc la candidature doit identifier finalement un certain nombre de projets ou des investissements qui sont envisagés. Mais le concept d'investissement, lui, est un document beaucoup plus complet et qui sera élaboré dans les 12 mois après la signature de la convention, comme c'était évoqué. D'accord, ok. Tu veux compléter, Rogelio, ou Non, non, je pense que c'était Alors, très clair. on va passer à une autre question. J'avais une question par Madame. Oui, c'était vous, Madame Legrand, sur le PCAET en cours de programmation. Ou un PCAET déjà signé. Effectivement, il faut que le plan climat ait été adopté par la collectivité. Il y avait également une question sur d'autres documents, d'autres engagements autres que les plans climat qui pourraient être éligibles. Moi, je pense par exemple si certaines collectivités ne sont pas visées par les obligations en termes de définition d'un PCAET, mais qu'elles sont malgré tout engagées, par exemple, dans le cadre d'un autre dispositif européen qui est la Convention des maires pour le climat et l'énergie, dans lesquels on demande aux collectivités signataires de prendre des engagements chiffrés en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, etc., et d'adopter un plan d'action. C'est le type, par exemple, de document qui est également éligible. Rogelio, si tu souhaites compléter Non, par d'autres démarches finalement volontaires aussi de la collectivité et qui définiraient des objectifs en matière climatique et énergétique pour le territoire. C'est ça. Je poursuis la revue des questions. Une question sur le montant. Alors, le montant, quel doit être le montant total du projet déposé pour l'obtention de la subvention des 60 000 euros? Je crois que tu y as en partie répondu. Oui, il n'y a pas de minimum ou de maximum à avoir, mais voilà, c'est par rapport il faut démontrer une ambition donc d'investissement, et ça, ce sera mesuré par les évaluateurs, et ça dépend aussi beaucoup de l'appel à candidature, parce qu'il y a des appels à candidature qui rendent des projets beaucoup plus ambitieux. Donc, je pense au contexte national de chacun des pays, les plans de relance économique, donc, qui peuvent aider ces investissements. Donc, dans le cas de la France, il y a beaucoup d'argent qui est visé vers la rénovation énergétique des bâtiments, par exemple. Donc, ça pourrait être un des secteurs à viser. Il y avait une question suite à l'une de tes slides sur, tu sais, le decision making process. Oui. La question était de savoir s'il fallait l'inclure en fait dans les documents, de réponse, mais on peut pas l'inclure parce que en fait, la candidature, elle est juste rédigée. C'est juste des cases qu'il faut remplir, donc on peut pas inclure une image. Mais quand on va rédiger cette partie-là, il faut tenir en compte ce tableau. Donc, dire qui est responsable, qui prend les décisions et comment elles sont prises et dans quel ordre. Donc, il faut juste tenir en tête ce tableau, parce qu'en l'expliquant de cette façon-là, ils vont mieux comprendre. Je sais que dans une des candidatures qui ne m'ont pas consulté, ils ont déposé un tableau de gouvernance et ils ont été très, très mal notés. Et c'est justement à cause de ne pas l'avoir expliqué de la façon qu'eux, ils attendaient. Une autre question sur le fait de savoir s'il y a une contrainte temporelle pour réaliser les dépenses. De combien de temps dispose-t-on? La question, je pense que c'est sur l'utilisation du montant forfaitaire. Normalement, c'est un an, parce que le concept d'investissement, il doit être développé dans l'année, et toutes ces études qui sont prévues
pour le développement du concept d'investissement doivent être inclus dans le forfait. Une question également sur, alors je pense que c'était sur sans doute le cumul, le cumul d'aides via différents dispositifs et sans doute à la fois différents dispositifs nationaux et européens sur des actions engagées dans le cadre du dispositif UCF. Peut-être dire en tout cas déjà que s'il s'agit de fonds européens, on a absolument ce principe à respecter, qu'on ne peut pas financer via des fonds européens le même type d'activité. Donc, voilà, le double financement, oui. Donc, on doit éviter à tout prix le double financement. Donc, on ne peut pas financer les études avec les mêmes fonds. Par contre, on peut accumuler les aides, notamment, par exemple, l'IUCF peut être développé pour déposer un projet ELENA. Parce que dans un projet ELENA, on doit avoir des études assez avancées. Et donc, le dispositif IUCF peut venir aider à déposer une candidature pour ELENA. Donc, oui, on peut cumuler les aides. Est-ce que je peux intervenir? C'est moi qui a posé la oui, question, bien Agnès sûr, Lehmann. bien sûr, En bien fait, sûr. la question, c'est plutôt par rapport aux aides nationales. Sur les solaires, de ce que j'ai compris, les aides ont été enlevées pour éviter qu'il y ait des chevauchements d'aides. Et donc, est-ce que ça serait possible d'accumuler une aide nationale du type CRE, complément de rémunération pour un projet solaire, et une aide IUCF? Oui, on peut accumuler aussi les dispositifs, les aides nationales, parce que je pense aussi au fonds de chaleur ou les aides que vous venez d'évoquer. Tant que ça ne finance pas les mêmes études, vous pouvez accumuler les aides. Donc, parce que D'accord, c'est considéré comme c'est vos sources de financement. Donc, ça peut être des financements publics ou ça peut être des financements par investissement privé, etc. Donc, mais vous devez inclure quels sont les types d'investissements que vous prévoyez. d'accord, merci. Une autre question sur les candidatures et la possibilité ou pas de pouvoir associer une structure privée, une société privée à la candidature, qui doit être bien sûr portée par une collectivité territoriale, commune, intercommunalité. L'associer de quelle façon? Bon, la question c'était, est-ce que c'était Madame Lehmann de nouveau, si vous voulez peut-être préciser votre question? Oui, c'est dans le groupement des candidats. Est-ce que c'est possible d'associer une société et une communauté? Une Commune, pardon. Je comprends pas parce que vous pouvez associer une société, mais peut-être vous pouvez sous-traiter les études que vous allez mener, mais vous ne pouvez pas déposer une candidature avec une société. Oui, c'est vrai. Est-ce que moi, ça suscite une question de ma part pour le coup. Je pensais par exemple à des sociétés publiques locales. Est-ce que la candidature, elle peut pas, la candidature portée par une collectivité, peut pas dans le partenariat associer sa SPL par exemple, qui ont le statut de société privée, mais Oui, ça c'est peut-être oui, quelque chose à oui, mais préciser, non? oui. Bah, dans ces cas-là, on peut explorer cette question-là Ouais, avec ça peut. les IUCF, le helpdesk, mais Ok, bon, on verra. Je suis en train de regarder. Ah oui, une question sur les projets sélectionnés dans le cadre des précédents appels à candidature, s'il y avait des projets de production de petite hydroélectricité. Je ne sais pas si Rogelio, tu as une. non, j'ai eu des questions, j'ai eu quelqu'un qui m'a consulté par rapport à ça, mais des petites hydroélectricités, au moins à niveau français, non. Et par rapport aux autres, vu le camembert que je vous ai montré tout à l'heure, je n'ai pas vu qu'ils étaient inclus. Je n'ai pas entendu parler, mais vous pouvez peut-être regarder sur le site, mais je ne pense pas.
Je suis en train de parcourir les autres questions. Oui, il y avait une question sur le chiffrage des investissements qui doit être contenu dans la candidature. Est-ce qu'il y a un montant maximal, un montant seuil? Ce n'est pas le cas hein, sur ce que tu as pu répondre précédemment. Hein. Oui, non, oui, on a déjà traité ça. Non, il n'y a pas de minimum ou maximum d'investissement. Je crois que j'ai passé en revue l'ensemble des questions. Il y avait des questions, bien sûr, on vous transmettra le support, bien sûr, on vous transmettra l'ensemble des modèles, les templates évoqués par Rogelio et le lien pour visionner cette séquence après coup et également sur la base de nos échanges de ce matin et des différentes questions qui ont pu être posées, une nouvelle version du FAQ. Je vois qu'il y a des problèmes de son pour Madame Legrand notamment, mais on vous renverra de toute façon hein, le lien, vous pourrez revisionner la fin de la séquence. Je n'ai pas d'autres questions, sauf à ce que j'ai oublié quelque chose. Si quelqu'un souhaite prendre la parole, qu'il ou elle n'hésite pas à se manifester. Je crois qu'on a fait le tour. Très bien. Bon, en tout cas, merci de votre présence, de votre implication et réactivité. On reste naturellement à votre disposition hein, dans le cadre de ce nouvel appel à candidature et bien sûr, on souhaite bon courage à l'ensemble des collectivités qui souhaiteraient se porter candidates. Oui, n'hésitez pas à me contacter pour vous aider avec le dépôt de votre candidature. Vous aurez l'ensemble des coordonnées aussi qui vous seront transmises ou retransmises le cas échéant. Voilà, merci à toutes et tous. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir à tous et merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.